Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour, je suis Alice Bruno, candidate au doctorat en médecine expérimentale à l'Université McGill. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ressources en ligne pour la douleur chronique. Comment s'y retrouver? Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé devant votre ordinateur ou votre tablette à essayer de trouver des façons de vous aider avec votre douleur, devant le fameux docteur Google. Et si vous n'êtes pas un professionnel de la santé ou une chercheuse scientifique comme moi, vous avez sûrement eu de la misère à trouver des sources fiables. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça en parler avec vous pour vous donner des conseils sur où chercher, mais surtout vraiment comment reconnaître les mauvaises informations. Dans cet épisode de Parlons douleur, on va donc parler des ressources en ligne et aussi d'applications mobiles pour la douleur. J'ai pour vous 3 entrevues intéressantes avec Andrea Ferland, Barbara Nickel et avec Pascal Marié. Tout d'abord, durant le Congrès mondial de la douleur de 2022 à Toronto, j'ai eu la chance de parler avec Dr. Andrea Ferland. Elle est médecin spécialisée en médecine physique et de réadaptation, une spécialité aussi connue sous le nom de physiatrie au Québec ou parfois médecine sportive ailleurs dans le monde. Dr. Ferland a complété son école de médecine et sa formation de résidence à Sao Paulo, au Brésil. Elle est ensuite venue au Canada il y a déjà 24 ans pour compléter un doctorat en épidémiologie clinique à l'Université de Toronto. Ensuite, elle est restée à Toronto pour pratiquer sa spécialité. Aujourd'hui, elle est professeure agrégée au département de médecine de l'Université de Toronto. En plus de pratiquer la médecine dans la clinique de douleur de l'Institut de réhabilitation de Toronto, qui fait partie du University Health Network, elle y tient aussi une position de scientifique senior. S'ajoutent à tout ça divers rôles dans des instituts dédiés à la santé et plusieurs activités de communication de la science et de partage des connaissances, notamment via sa vraiment très bonne chaîne YouTube. L'entrevue s'est déroulée en anglais, mais Dr. Ferland s'est présentée en français pour vous. Je m'appelle Andrea Ferland. Je suis médecin et je travaille à the Toronto Rehabilitation Institute University Health Network. Durant mon entrevue avec Dr. Ferland, je lui ai posé quelques questions et d'entrée de jeu, je lui ai vraiment demandé c'est quoi ses recommandations pour trouver des ressources en ligne? Comment savoir si ces ressources sont fiables? Dr. Ferland a remarqué que, en fait, ça, c'est une question qui revient souvent dans sa clinique. C'est difficile de trouver une seule source d'information ou trouver toutes les informations dont on a besoin à la même place. C'est souvent éparpillé à travers diverses sources et comme chaque patient est différent, ils n'ont pas nécessairement besoin de regarder toutes les ressources du même site web. Sa première recommandation, c'est d'aller d'abord vers les sites web des associations reconnues. Par exemple, si elle a un patient qui souffre d'arthrite, elle va lui recommander d'aller voir le site de la Société de l'arthrite du Canada. Si un patient souffre de fibromyalgie, elle recommande d'aller visiter d'abord le site de l'Association de la fibromyalgie du Canada. Elle recommande aussi les sites, par exemple, de l'Association canadienne de la douleur, qui a vraiment beaucoup de ressources. Et évidemment, on peut aussi se tourner vers la Société québécoise de la douleur et d'autres associations provinciales pour la douleur chronique. Bien entendu, il y a aussi des très bonnes vidéos et des chaînes YouTube avec du contenu de qualité, mais là, ça devient un peu plus difficile de savoir qui a des informations fiables. Il y a beaucoup de stock sur YouTube. Et même quand on trouve une bonne chaîne YouTube, ça peut être difficile de trouver les vidéos qui seront bonnes pour nous. Et on n'est pas obligé d'écouter tous les épisodes si on a des besoins particuliers. Comme par exemple, si je souffre d'arthrite, c'est pas nécessaire pour moi vraiment d'aller regarder les vidéos sur les migraines, par exemple, si je souffre pas de migraine. Pour ce qui est des médias sociaux comme Facebook, Twitter, TikTok, et ça s'applique même à YouTube, il n'y a vraiment aucune garantie que le contenu est vérifié par des professionnels et basé sur la recherche scientifique. Parfois, le contenu peut aussi dater un peu. Et des fois, si c'est pas mis à jour, ça se peut que les recommandations aient changé et que ce que vous regardez soit plus valable.
C'était peut-être valable en 2015, mais quand la science avance, comme vous le savez, on fait des recherches à chaque année, les connaissances s'améliorent, donc en quelques années déjà, les vidéos peuvent être passées date et n'être plus valables parce que les recommandations cliniques ont changé. À chaque année, on continue de faire des études pour mieux comprendre la douleur, son origine et les traitements les plus efficaces. C'est donc normal qu'on doive se mettre à jour régulièrement. Même les médecins doivent faire des formations continues à chaque année parce que, justement, nos connaissances avancent. Dr. Ferland dit qu'il faut faire surtout attention aux places où n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Par exemple, sur des blogs et les groupes Facebook. Dr. Ferland dit que il ne faut pas vraiment éviter complètement ces groupes-là. Parfois, ça peut être bénéfique de trouver, par exemple, une page Facebook de support où on peut lire des témoignages d'autres patients ou partager des ressources. Donc, ça peut nous aider. Mais il faut toujours garder en tête que n'importe qui, justement, peut écrire n'importe quoi. Il faut garder toujours un esprit critique. Quand on regarde des ressources en ligne, même si ça a société ou association dans le titre, ça ne veut pas dire que c'est parfait non plus. Il faut surtout faire attention à qui finance cette société ou cette association. Surtout si on essaie de vous vendre un produit. Par exemple, il y a des associations qui sont financées par des sociétés pharmaceutiques. Donc, ils vont essayer de vous vendre un produit ou une formation en ligne. Ça pourrait être très bon pour vous, mais encore une fois, c'est mieux de toujours valider avec un professionnel de la santé avant de faire un achat, parce que c'est peut-être pas le produit adapté pour vous. Donc, on essaie d'être vigilant et de vérifier le conflit d'intérêts des associations qu'on ne connaît pas bien. En général, Dr. Ferland fait confiance aux plus grandes associations, comme par exemple, on avait mentionné un peu plus tôt la Société canadienne de la douleur, la Société de l'arthrite du Canada, l'Association de fibromyalgie du Canada, la Société québécoise de la douleur. Pourquoi ils sont plus fiables? Parce que ces gros organismes-là ont habituellement un conseil d'administration formé de scientifiques et de professionnels de la santé. Et ils ont donc beaucoup de gens qualifiés qui peuvent vérifier l'information, la corriger au besoin et vraiment surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qu'on n'essaie pas de vous vendre des bébelles. J'ai demandé à Dr. Ferland où on peut trouver sa chaîne YouTube, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est tout simple, vous avez juste à taper Andrea Ferland, F-U-R-L-A-N, dans YouTube et elle devrait apparaître. Elle a plus d'une centaine de vidéos et 425 000 abonnés. Ces vidéos sont disponibles en anglais et on peut y ajouter les sous-titres en français. Il y a aussi d'autres langues disponibles comme le portugais, qui est la langue d'origine de Dr. Ferland. Et ça, c'est parce que Dr. Ferland recevait des demandes de partout dans le monde pour une traduction de sous-titres. Elle offre son contenu maintenant en plus de 40 langues dans les sous-titres. Donc, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder ces vidéos et en apprendre sur la douleur. De quoi elle parle, Dr. Ferland, dans ses vidéos? Elle parle de ce qu'elle parle vraiment avec ses patients en clinique, tout simplement. Elle avait souvent les mêmes questions de ses patients et elle s'est dit qu'à la place de répéter 200 fois la même information à 200 patients différents, elle allait s'enregistrer dans des vidéos avec des animations puis des images souvent pour expliquer bien en détail la réponse à une question sur la douleur. Ça a vraiment amélioré sa pratique parce qu'elle a pu dire à ses patients « Va voir telle ou telle vidéo sur ma chaîne YouTube, ensuite reviens me voir pour en parler puis on va décider ensemble de quel plan de traitement on va choisir pour toi. » C'était super utile quand il montrait des exercices de réadaptation à ses patients. Il pouvait juste leur dire à la fin du rendez-vous, si vous avez oublié comment faire l'exercice ou que vous voulez vérifier que vous le faites bien, j'ai mis la vidéo sur YouTube, vous allez pouvoir la regarder à la maison. Pas mal pratique, je dirais. Ma prochaine question pour Dr. Ferland, c'était, c'est quoi les red flags ou les drapeaux rouges quand on voit de l'information en ligne? Drapeau rouge, par là, je veux dire, qu'est-ce qui sonne l'alarme quand on voit quelque chose en ligne? Une alarme qui flash puis qui nous dit « Oh, ça c'est pas bon ». Dr. Ferland nous dit qu'il faut toujours rester vigilant. Il faut lever les drapeaux rouges immédiatement si un site web vous fait une offre qui semble trop belle pour être vraie. Par exemple, si un site web vous vend quelque chose et qui vous promet de vous guérir à 100% garantie, que ça va changer votre vie et que vous allez vous sentir comme si vous aviez rajeuni de 20 ans, c'est vraiment louche. Tout ce qui se vend, que ce soit des suppléments alimentaires, des massages thérapeutiques, des appareils à pulsation électrique, des thérapies au laser, un matelas thérapeutique, name it, il faut vraiment faire attention. Dès que ça commence à dire que ça va changer complètement votre vie, Dr. Ferland vous suggère juste d'arrêter la vidéo et de fermer la page. Gardez en tête que s'il y avait vraiment des produits qui amélioreraient votre santé de façon si spectaculaire, votre médecin de famille serait déjà au courant et il vous l'aurait déjà proposé.
Dr. Ferlin nous avertit que parfois ça peut avoir l'air bien scientifique avec des graphiques, des chiffres, des pourcentages. Des fois, ils ont l'air de vraiment faire référence à des études valides scientifiques. Ils utilisent des mots scientifiques et ça a l'air vraiment impressionnant. Les vrais scientifiques, les chercheurs comme moi, savent faire la différence, mais pour le public qui n'a pas une éducation sur ce sujet-là, c'est plus difficile parce que c'est pas leur expertise tout simplement. Donc, ça peut être mélangeant et on comprend. Donc, on vous suggère de toujours bien vérifier vos sources et vraiment d'aller vérifier avec un de vos professionnels de la santé avant surtout de faire un achat en ligne ou de commencer un programme payant en ligne. Surtout, Dr. Ferlin nous dit qu'il faut dépenser son temps et son énergie et son argent sur quelque chose qu'on sait qui est prouvé pour nous aider avec notre douleur chronique. Il y a par exemple des interventions qui sont prouvées, qui ont été étudiées et qu'on sait qu'elles fonctionnent. On parle ici d'interventions en physiothérapie, l'activité physique régulière, modérée, les saines habitudes de vie comme une bonne nutrition et une bonne hygiène de sommeil. Ces choses-là sont prouvées pour améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de douleurs. Donc, on veut vraiment dépenser notre argent et notre énergie là-dessus. Pourquoi investir dans une intervention ou un produit qu'on ne sait même pas si ça va marcher? Pourquoi pas essayer, par exemple, un abonnement à un gym à la place de s'acheter des suppléments dont on ne connaît pas l'efficacité? Pourquoi pas se payer un cours d'art-thérapie? Pourquoi pas s'acheter un des bureaux debout assis là, pour améliorer notre posture au travail? Ça, c'est des investissements qu'on sait qui peuvent probablement aider notre douleur. Ma prochaine question à Dr. Ferlin, c'était comment parler à son médecin d'un produit qu'on trouve intéressant? Donc, on va être réaliste, on sait que la plupart des gens sont traités par leur médecin de famille pour des douleurs chroniques. Ces médecins ont souvent beaucoup de rendez-vous de suite et peu de temps à passer avec leurs patients pour discuter. C'est timé. Dr. Ferlin se considère chanceuse parce qu'à son institut, elle a vraiment le privilège de réserver de longs rendez-vous avec ses patients et de prendre le temps de regarder ensemble les produits que ses patients lui montrent. Elle est vraiment privilégiée pour ça. Elle nous dit qu'elle va souvent ouvrir Google directement avec ses patients et regarder ensemble les produits pour voir si ça vaut la peine de les essayer. Elle dit souvent à ses patients, « OK, tu veux que je regarde ce produit avec toi? Reviens au prochain rendez-vous avec l'étude qui me dit que ça marche, puis on va la regarder ensemble. » Ça pourrait être une bonne approche avec votre propre médecin. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant et que vous voulez avoir l'avis de votre médecin, n'allez pas juste lui dire « Hey, j'ai trouvé tel produit X, qu'est-ce que vous en pensez? » Le médecin ne sait probablement pas de quoi vous parlez et en 20 minutes, 15 minutes, c'est difficile de se faire un avis médical. À la place, allez faire votre recherche, trouvez les études qui démontrent que ça marche et apportez-le directement à votre docteur. Et là, je parle pas d'un imprimé de la page de Wikipédia, là, je parle de la vraie source, les résultats de l'étude, avec un groupe contrôle et un suivi des participants. Votre médecin, peut-être qu'il n'en a jamais entendu parler de ce produit-là et il va vous dire qu'il va lire l'étude puis vous revenir là-dessus au prochain rendez-vous. Dans ce cas-là, il pourra vous donner une opinion bien formée. Gardez en tête qu'on ne peut pas lire un article scientifique en 15 minutes. Souvent, il ne pourra pas vous donner son opinion immédiatement. Ma prochaine question à Dr. Ferlin, c'était, en fait, est-ce qu'il existe des applis pour téléphone intelligent pour suivre ou gérer notre douleur? Ça, c'était une question très intéressante pour Dr. Ferlin. Elle m'a dit en fait qu'elle ne conseille pas une appli, donc une application pour téléphone intelligente, aucune appli en particulier à ses patients en général, parce que premièrement, elle n'a pas le temps de toutes les vérifier. Il y en a tellement sur le marché, vous avez juste à ouvrir votre téléphone, aller dans la section téléchargement, puis vous allez voir que dans le fond, il y a des applis à pu finir. Elle a elle-même créé une appli il y a quelques années pour aider les patients à suivre leur douleur chronique et gérer leur prise de médicaments opioïdes. Elle a réalisé un jour, que plus elle demandait à ses patients de noter leurs symptômes dans des applis, plus le patient se concentrait sur sa douleur, puis elle a remarqué que peut-être ces personnes-là ressentaient encore plus de douleur parce qu'elles pensaient à ça tout le temps. Les personnes étaient en train de toujours se concentrer sur leur douleur, réfléchir à leur douleur pour pouvoir la noter dans l'application. Donc, Dr. Ferlin, elle a plutôt laissé tomber l'idée de suivre les symptômes de douleur dans une appli juste pour les suivre. Elle préfère que ses patients utilisent des techniques de distraction à la place, de se concentrer trop sur la douleur. Par contre, si on a un objectif précis en tête, en fait, il y a des applis, il y a quelques applis qui pourraient être vraiment bonnes. On pense notamment à des applis qui vont nous aider à nous motiver à faire de l'activité physique, comme ceux qui tracent combien de pas on a marché durant la journée, par exemple. Ça peut nous aider à rester actifs et nous donner un objectif à réaliser, donc vraiment nous aider un peu à nous motiver à faire de l'activité.
Dr. Freeland dit qu'elle aime beaucoup aussi les applications pour la méditation guidée, la relaxation, l'auto-hypnose, pour réentraîner son cerveau à autogérer la douleur. Elle dit que toutes les applis qui nous aident à reconnecter le corps et l'esprit, que ce soit avec de la musique, des bruits de nature, des exercices guidés, en fait, elle les encourage beaucoup. Elle connaît pas toutes les applis, mais si un patient trouve que ça les aide à se relaxer l'esprit et à sentir moins de douleur, ben tant mieux. Mais à ce moment-là, comment savoir si c'est une appli valide? Donc, on revient à notre question de départ. Comment savoir si c'est une bonne appli ou si c'est une mauvaise appli? Il y en a tellement sur le marché. Dr. Freeland suggère de demander l'opinion, encore une fois, d'un professionnel de la santé. Idéalement, pour toutes les applis qui touchent la connexion entre le corps et l'esprit, donc par exemple des applications de méditation, elle recommande idéalement d'en parler à un psychologue ou même à un médecin qui pourra vous aider à identifier si c'est peut-être une arnaque ou si c'est une application vraiment là, basée sur des recherches scientifiques qui pourrait vraiment vous aider. Donc, Dr. Freeland suggère qu'on utilise les applis de façon vigilante. Surtout pas juste pour suivre notre douleur, mais bien avec un objectif de soulagement de la douleur en tête. Donc, vraiment une application qui va nous aider à gérer notre douleur. En parlant d'applications mobiles, j'ai eu la chance durant le Congrès mondial de la douleur à Toronto en septembre 2022 de rencontrer des chercheuses qui travaillaient sur des applications pour la gestion de la douleur. Il y a une application là, qui a vraiment retenu mon attention, puis j'aimerais vous en parler. C'est une application qui s'appelle Selfback. S-E-L-F-B-A-C-K. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec une des chercheuses impliquées dans le projet. Elle s'appelle Dr. Barbara Nicol, puis elle est chargée de cours senior à l'Université de Glasgow au Royaume-Uni. L'entrevue s'est déroulée en anglais. On en écoute un extrait. So I'm Barbara Nicol. I'm a senior lecturer at the University of Glasgow in Scotland, and I'm particularly interested in chronic pain alongside other long-term conditions and how people living with these experience it. Dr. Nicol m'a expliqué que l'application Selfback, c'est une application pour téléphone intelligent qui aide les patients à gérer eux-mêmes leur douleur chronique au dos, donc la douleur lombaire. Selfback, c'est une application qui a été développée donc par un groupe de chercheurs du Danemark, de la Norvège et du Royaume-Uni dans un grand effort de collaboration. Le projet a reçu du financement du programme européen Horizon 2020, Horizon 2020, et ça a pris 3 à 4 ans de développement. Ça a été développé à la base pour des cliniciens, donc pour les médecins, et l'équipe est maintenant en train de faire des études d'efficacité, puis les résultats sont vraiment prometteurs. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, cette application Selfback? L'appli est offerte en ce moment via une compagnie danoise dans plusieurs langues, comme l'anglais, le danois et le norrois. Ce sont les langues parlées au Danemark et en Norvège. Et l'appli a été développée dans l'idée que ce soit une appli suggérée aux patients par leur médecin pour leur douleur lombaire. L'appli pose des questions aux patients, puis ça lui crée ensuite un profil et un programme d'exercices pour renforcer le dos, la balance puis l'endurance, par exemple. Ça inclut aussi un compteur de pas et ça offre de l'éducation sur ce qui peut influencer la douleur, comme par exemple un mauvais sommeil ou des humeurs changeantes. Selfback, c'est une application qui est vraiment personnalisée et elle réévalue le patient à chaque semaine grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu vraiment un effort de programmation informatique important pour intégrer l'intelligence artificielle qui va réévaluer le patient là, de façon régulière. Parce qu'on sait que la douleur chronique, ça fluctue. Une semaine, on peut se sentir un peu mieux, puis la semaine suivante, on est en grosse crise de douleur et beaucoup de stress peut-être dans la vie personnelle, par exemple. Donc, l'appli est vraiment faite pour s'adapter chaque semaine à la réalité du patient, avec un nouveau questionnaire de mise à jour de l'état du patient, et ensuite, elle adapte le programme pour la semaine suivante. Par exemple, si l'appli remarque que le patient n'a pas été capable de réaliser ses objectifs d'exercice et de marche pour la semaine, la semaine suivante, elle va réduire l'objectif pour le rendre réalisable. Donc, par exemple, on parle de descendre de 5000 pas par jour à 2000 pas par jour. Même chose pour les autres exercices d'endurance puis de renforcement du dos. Dr. Nicol fait partie du groupe de recherche qui a fait des études cliniques pour évaluer l'efficacité de l'application chez des patients qui souffrent de douleurs lombaires.
Donc, Self-Back est encore en période de test. Il y a eu une grande étude randomisée et les résultats ont été publiés en 2020. Dans le fond, dans cette étude-là, il y avait un groupe suivi par le médecin de façon traditionnelle, puis un autre groupe qui utilisait l'application Self-Back en plus des soins traditionnels par le médecin. L'étude a démontré qu'il y avait une amélioration clinique des patients qui avaient de la douleur chronique. Ça veut dire que les patients qui utilisaient l'application Self-Back avaient une amélioration, surtout dans le domaine des capacités à faire des tâches quotidiennes par rapport à leur mal de dos. Donc, en gros, l'appli peut aider les patients à auto-gérer leur douleur. C'est ça la conclusion de cette étude-là. Dr. Nicole était à l'IASP pour montrer les résultats secondaire de cette étude. Donc, elle s'intéressait à savoir si les patients qui avaient des humeurs peut-être plus déprimées pouvaient aussi bénéficier de l'application et elle était contente de nous faire savoir que ces résultats étaient positifs. Ça veut dire que même les patients qui étaient déprimés ou qui avaient des humeurs un peu plus changeantes avaient une amélioration de leur douleur puis de leur capacité à faire des tâches quotidiennes en utilisant l'application. Donc, quand je parlais avec Dr. Nicole, je lui disais en fait que son application semblait vraiment prometteuse, puis je lui demandais est-ce qu'on va peut-être pouvoir l'utiliser au Canada un jour? Donc, sa réponse, c'était que l'application n'est pas encore disponible de façon commerciale. Ils sont encore en période d'essai. Donc, l'équipe est en train d'améliorer encore les fonctions puis d'optimiser l'usage, l'interface, etc. pour les usagers. Au Royaume-Uni, il y a en ce moment des discussions sur comment on pourrait peut-être intégrer l'application dans le système de santé. Je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, ils ont un système de santé universel, comme celui qu'on trouve au Québec. L'appli n'est pas encore disponible en français, mais c'est dans les plans futurs de Self-Back de développer l'application pour plusieurs pays, mais pas juste pour plusieurs pays, mais aussi pour plusieurs types de douleurs. Donc, Self-Back, en ce moment, ça se concentrait sur les douleurs lombaires, les douleurs au dos, mais dans le futur, ils aimeraient peut-être aussi créer une version de l'application pour différents types de douleurs. On parlait peut-être surtout au début des douleurs cervicales, des douleurs au cou, mais on peut facilement s'imaginer que ça pourrait être adapté à toutes sortes de douleurs chroniques. Donc peut-être que dans quelques années, on pourrait voir ça arriver sur le marché et que peut-être ce serait disponible au Canada et au Québec. Donc à ce point-ci, vous vous demandez probablement, Alice, qu'est-ce qu'on a au Québec en ce moment de disponible pour nous? Ça, c'est vraiment une excellente question. Et j'étais justement au Pain Talks le 3 novembre dernier et j'ai eu la chance d'écouter la super présentation de Pascale Marié, mon amie qui est candidate au doctorat à l'Université Laval et qui a présenté son programme qui s'appelle Agir pour moi. Tout d'abord, les Pain Talks, c'est un événement annuel québécois où des chercheurs et des patients viennent partager leurs recherches ou leur expérience devant une audience dans le style des TED Talks. C'est organisé par le Réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur, un réseau dont je fais partie, et cette année, c'était la 7e édition. Si vous ne connaissez pas les Pain Talks, je vous encourage à aller les regarder sur leur chaîne YouTube du RQECD en tapant dans la barre de recherche Pain Talks. Paintalks. Cette année, Pascale faisait partie des présentatrices des Pain Talks et elle nous a annoncé que son portail Agir pour moi va être disponible très bientôt. C'est quoi Agir pour moi? C'est un programme d'autogestion de la douleur en ligne qui comprend tous les ingrédients pour aider les gens à développer par eux-mêmes les compétences en autogestion de la douleur. On écoute un extrait de la présentation. Donc, mon objectif, c'était ça. Livrer un programme d'autogestion de la douleur chronique en ligne, donc qui est disponible au moment où les gens souhaitent s'embarquer dans cette avenue-là et qui ne requiert pas encore une fois de passer par une liste d'attente, donc qui ne nécessite pas le soutien d'un professionnel de la santé. Et ça, ça permet aux gens de se trouver quelques petites portes de sortie du labyrinthe que peut représenter la douleur chronique. En gros, Pascal a créé un programme complet qui touche les 7 sphères suivantes. Premièrement, une section d'éducation sur la douleur pour aider à mieux la comprendre. Ensuite, des activités de mieux-être comme la méditation, la respiration et la relaxation. Elle parle du pacing, donc comment identifier ses limites et ne pas les dépasser, comment équilibrer ses activités physiques et ses périodes de repos, par exemple pour ne pas trop étirer l'élastique.
Elle parle aussi d'activités physiques qui ne sont pas nécessairement des activités sportives, mais bien des façons de bouger son corps. Elle parle du lien entre les pensées, les émotions et les comportements et comment ça a un impact réel sur la douleur physique. Elle parle des habitudes de vie, comme une bonne alimentation et une bonne hygiène du sommeil. Et finalement, elle parle du maintien du changement, donc se créer un plan d'action, se fixer des objectifs et les suivre par la suite. On écoute Pascale encore une fois. Vous n'aurez pas à attendre très très longtemps avant d'avoir accès vous-même au programme. Présentement, dans le cadre de mon doctorat, je réalise une étude de faisabilité, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ont déjà passé au travers du programme, puis ça nous donne la chance d'évaluer l'acceptabilité du programme et les effets potentiels que ça peut avoir sur leur douleur, mais également sur leur fonctionnement. Et présentement, ce que je peux vous dire, c'est que les résultats préliminaires sont prometteurs. Alors que vous soyez un professionnel de la santé, une personne qui vit avec la douleur chronique ou même un proche, je vous invite à garder l'œil ouvert dans les prochaines semaines. Ce sera très bientôt servi. La table est mise pour l'autogestion. Je vous souhaite une excellente soirée. La présentation de Pascale va être disponible en ligne sur la chaîne YouTube des Pain Talks sous peu. Et le portail Agir pour moi sera disponible en ligne dans les prochaines semaines. Je vous invite donc à continuer à suivre le balado Parlons douleur parce qu'en février, je vais recevoir Pascale Marié en entrevue pour un épisode et on va parler en profondeur de ce programme Agir pour moi. Merci d'avoir écouté le balado Parlons douleur. J'espère que vous en avez appris plus sur les ressources en ligne pour la douleur chronique et comment les retrouver. Mon nom est Alice et je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!